Salut, c'est Franck Taluto. Quel rôle occupe un entraîneur adjoint? Quel est son quotidien, sa relation avec le numéro 1, avec les joueurs? Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à notre invité du jour, Alain Blachon, connu notamment pour avoir secondé Guy Lacombe à Guingamp, Sochaux et Paris, puis Christophe Galtier à Saint-Etienne, avec un joli palmarès à la clé. Dessous de verre, 8e numéro, c'est parti. Salut Alain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de verre. Avec plaisir. Dans la mémoire collective, tu restes l'adjoint de Guy Lacombe et surtout de Christophe Galtier à Saint-Etienne. Alors on va beaucoup parler de ce rôle d'entraîneur ensemble aujourd'hui, mais ce serait quand même réducteur de te résumer à ça, puisque tu as un parcours quand même assez diversifié. Et je vais donc commencer par le présent. En 2020, tu auras 68 ans. Est-ce que pour toi le foot pro c'est terminé ou est-ce qu'un projet pourrait encore t'intéresser? Non, c'est fini. Vraiment, je suis parti du plus bas. Monistrol-sur-Loire, Bassin-Bassé, le niveau du football dans le district, dans sa plus simple expression, le plaisir du football. Et j'ai terminé ma carrière comme je ne l'avais même pas rêvé dans ma vie, parce que je n'avais jamais eu de fil conducteur ni d'ambition précise dans le football, si ce n'est de vivre, même pas de vivre de ma passion, mais de faire du football toute ma vie. Aujourd'hui, on enregistre au Musée des Verts, puisque tu es désormais guide bénévole pour des visites du stade Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette activité? Le plaisir de partager la passion des gens et d'être avec les fans qui certainement ont applaudi Christophe Galtier et son équipe tout au long de sa carrière. Et puis, j'ai du sang vert qui coule dans mes veines, comme disait Guy Lacombe. Du coup, est-ce que tu glisses beaucoup de vécus, d'anecdotes personnelles dans tes visites? Beaucoup, pas spécialement, mais bon, j'ai de très bons souvenirs de toute ma vie et du football autour de Saint-Etienne, en gros, puisque mes parents étaient des fans, mais leur métier et puis à l'époque, on n'allait pas au stade aussi facilement, hein. En plus, on habitait à la campagne, et mon père était restaurateur, donc les matchs se déroulaient à 15h30. Mais mon père m'a emmené plusieurs fois au stade, et le restaurant a accueilli souvent des joueurs de football comme René Ferrier ou Bill Domingo. Donc j'ai vécu avec ces gens-là. Donc c'est pour moi, c'est des gens c'était hier. Quand je parle d'ailleurs dans le musée, je parle de Jean-Claude Beaulu, j'ai l'impression que tout le monde le connaît. Et hier, par exemple, j'ai demandé l'âge de naissance, puisque c'est un groupe de jeunes collégiens. Vous êtes nés en 2007 et 2008, l'année où je suis revenu pour la 3e fois à l'AS Saint-Etienne. Le temps passe et comme je le disais en introduction, il y a quelques points de ta carrière que je voudrais évoquer. Notamment un que j'ai découvert en préparant notre conversation, c'est que tu as entraîné au Mali au début des années 80. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas ? Eh bien, comme je te l'ai dit, j'ai été guidé par ma motivation, ma passion du football, le goût de l'aventure et de découvrir les choses. J'ai pratiquement jamais refusé de projet, puisque ça a toujours été des choses qui me passionnaient. Et j'ai mis le pied à l'étrier dans le football, entre guillemets, professionnel, avec le poste de CTD, conseiller technique départemental de la Loire, qui a été créé à l'époque par Monsieur Boulogne en 1978. C'était les premiers postes, et c'est Monsieur Sozéa, qui était un grand dirigeant du football du district de la Loire et qui était un ancien joueur de la SS et qui a été très très longtemps dirigeant à Saint-Chamond, qui est venu me chercher. Et j'ai fait 2 ans ce poste-là, qui me plaisait beaucoup, mais c'était plus j'attendais du terrain, m'occuper des jeunes, entraîneur. Mon idée, c'était d'entraîner. Et poste de CTD, c'était quand même un apostolat. J'étais un apôtre du football, et j'allais avec ma voiture, avec des ballons et un Super 8 pour faire voir Go for Goal dans les clubs de foot qui n'avaient pas de ballon, qui n'avaient pas de matériel, les mercredis après-midi. Donc voilà, je suis parti là, mais au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de Monsieur Louillon, qui était l'ancien grand entraîneur de Lyon, qui était parti au Mali. À l'époque, ces postes-là étaient pourvus par le ministère de la Coopération. Et lui, il voulait rentrer en France.
On m'a proposé ce poste-là, j'ai posé ma candidature et au milieu des différents candidats, j'ai été élu par le gouvernement français pour représenter la France comme conseiller technique de l'Afrique de l'Ouest, basé à Bamako. Comme c'est un poste qui était vraiment qui me permettait de partir dans toute l'Afrique, mais je faisais pas que ça. Je me suis investi avec le club du Djoliba de Bamako, qui était dirigé par un ancien joueur professionnel qui s'appelle Karunga Keita et qui a été professionnel, qui a même perdu une finale de Coupe de France en 68 contre l'AS Saint-Étienne. Une finale Saint-Étienne-Bordeaux gagnée par Saint-Étienne grâce à 2 buts de Rachid Mekloufi. Alors sans parler des conditions de sécurité avec tout ce qui se passe au Mali maintenant, j'imagine que le Mali d'il y a 40 ans, c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Tu peux nous raconter comment c'était ? Le Mali d'il y a 40 ans, on allait partout. Je suis allé à Gao, à Tombouctou. Je suis passé, j'ai fait j'ai été au pays des Dogons. On se baladait. Moi, en plus, je me baladais tout seul. Je fais des stages de formation pour les entraîneurs. Je suis parti 3 semaines à Gao. Je suis parti pour former une équipe régionale. Je suis parti à Tombouctou pour faire un stage de 3 semaines avec eux, parmi eux. Donc j'ai pu visiter comme je voulais. J'ai vécu les très bons moments de ce pays, qui est un pays en plus très affectif et très sage, qui est pas violent. Donc c'était super. J'ai passé 4 années magnifiques où j'ai en plus pu faire mon métier d'entraîneur avec Karunga, ce club du Djoliba qui m'a permis de visiter pratiquement toute l'Afrique, puisqu'on a fait 2 demi-finales de Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. J'ai été champion au Mali, vainqueur de la Coupe du Mali, et donc 2 demi-finales perdues malheureusement, un match contre les Ghanéens et un match contre les Zambiens, Dynamo Power. Et donc j'ai vécu une aventure magnifique pendant 4 ans. Le seul fait que je sois parti de l'Afrique, c'est que j'avais envie de vivre mon aventure d'entraîneur en France et au pays de mon cœur. Mais sinon, j'aurais pu faire une carrière africaine et qui m'aurait permis de vivre en Afrique toute ma vie. Donc ça aurait été merveilleux aussi, mais ça a été un choix de ma part. En quelques mots, humainement, comment cette expérience t'a-t-elle changé ? La seule chose que je puisse regretter, c'est que j'étais un jeune entraîneur à l'époque. Donc, en Afrique, on a beaucoup le respect des anciens. Et cette jeunesse m'a permis de vivre à fond ma vie d'aventurier, puisque j'ai découvert un pays magnifique. Mais j'ai pas pu imposer tout ce que je voulais, et en plus j'ai vécu dans une période où le Mali était au creux de la vague un petit peu, comme je l'avais souligné sur un article avec Bernard Puyet à l'époque, et donc il n'y avait pas de grands joueurs, et donc c'était un petit peu difficile pour moi, mais j'ai vécu une très belle aventure dans ce pays et ça a été magnifique. Sur ton choix de revenir dans la région, donc tu as travaillé ensuite aussi bien à Saint-Étienne qu'à Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement les fonctions que tu as occupées dans ces 2 clubs ? J'ai été de passage à Lyon pendant 2 années, lorsque la section sport-études, qui était basée à Thonon-les-Bains, à l'époque où j'étais parti en 85 jusqu'en 90, pour diriger cette section et manager avec mon ami Michel Janton le centre de formation du club de Thonon-les-Bains qui jouait à l'époque en 2e division, Ligue 2. Et en 90, les enseignants, enfin la direction du lycée de Thonon-les-Bains décide de supprimer la section. Et moi, je me suis battu pour la conserver. Et la seule façon de la conserver, c'était de la transférer au lycée Frédéric Feiss, qui avait une classe un peu privée avec l'Olympique Lyonnais. Et donc, j'ai fait transférer cette section pour la conserver et pour permettre aux jeunes de la région de continuer leur passion du football tous les jours. Et en partant à Lyon, le club de Lyon m'a proposé de travailler avec eux, avec José Boissard et tout, au centre de formation. C'est comme ça que j'ai intégré le club et j'ai été responsable de l'équipe des moins de 17 ans. Est-ce que c'est l'époque où la fameuse formation lyonnaise a commencé à se structurer ? Ah oui, c'était déjà José Boissard qui est le pionnier de cette formation lyonnaise.
a travaillé depuis de longues années, depuis qu'il avait été une fois parti de l'AS Saint-Étienne, plus c'était un joueur emblématique de Saint-Étienne. Il est parti à Lyon pour finir sa carrière de joueur professionnel avec Aimé Jacquet. Et quand il a arrêté sa carrière, il a basculé tout de suite au centre de formation et c'est là que c'est parti. Donc lui, il est arrivé dans les années 75 là-bas. Et moi, je suis arrivé en 90, donc et j'ai fait 2 années avec lui, ce qui m'a permis de grandir au niveau de mon métier d'entraîneur et de formateur. Et j'ai passé 2 années exceptionnelles. Et il a fallu qu'Élie Baupe et André Laurent viennent me déraciner, sinon je serais encore lyonnais. Voilà, président de l'époque, et qui avait fait venir Élie Baupe pour relancer la formation ici sur Saint-Étienne, puisqu'il n'y avait personne. Et quand Élie est arrivé de Toulouse, il était à la fois entraîneur adjoint avec Christian Saramagna et responsable du centre de formation. Et comme il avait beaucoup de travail, il a fait appel à moi. On connaît bien maintenant les installations à l'Etra. Est-ce que tu peux resituer où vivaient les jeunes, où est-ce qu'ils s'entraînaient à l'époque ? Eh bien, à l'époque, ils s'entraînaient où tu es ici, c'est-à-dire au stade Geoffroy Guichard. Le sous-sol était les vestiaires. Il y avait le terrain annexe. Le terrain où les filles jouent, c'était notre terrain d'entraînement du centre de formation. Et au premier étage, il y avait les bureaux administratifs qui jouxtaient les chambres des joueurs, et au 3e étage il y avait la salle la salle à manger et les cuisines pour les repas. Il y a un témoignage de cette période, c'est Jérémy Janot qui l'a livré avec son autobiographie, j'imagine que tu l'as lu ou parcouru, où il explique que c'est grâce à toi qu'il a eu une chance d'intégrer le centre de formation et de faire la carrière ensuite qu'on lui a connu. Quel souvenir tu gardes de l'arrivée de cet adolescent ? Ben écoute, moi j'avais pour objectif de donner la chance à tout le monde. Et donc quand Jérémy est arrivé au mois de septembre, donc les effectifs étaient bouclés. Et quand il est arrivé avec sa maman, alors qu'il avait demandé à d'autres dirigeants s'il pouvait rentrer et que ça avait été une réponse négative, moi en tant que responsable du centre, vu sa motivation, j'ai dit il n'y a pas de raison. Par contre, je peux pas te proposer ou de t'assurer d'être gardien de but titulaire tous les week-ends. Tu vas rentrer en concurrence dans un groupe où il y a déjà 2 gardiens de but, et toi tu seras le 3e. À toi de faire tes preuves pour pouvoir gagner ta place et faire des matchs. Avec le recul, très honnêtement, est-ce que tu es surpris de la carrière qu'il a eue derrière ? Oui et non. Oui, parce que c'était pas un gardien très très grand comme on s'attendait. Il y avait un 2e gardien qui s'appelait Caputo, et à l'époque Jacques Santini était arrivé avec Jean-Noël Duzé comme entraîneur des gardiens. Et Jean-Noël avait pris ce fameux Caputo sous son aile parce qu'il était grand, costaud, qui leur ressemblait énormément. Et il disait à tout qui veut l'entendre, ça sera le futur gardien de but de l'équipe première de Saint-Étienne. Et donc Jérémy, lui, il s'entraînait avec moi un petit peu à part, mais il avait une telle motivation et puis il avait une détente phénoménale. Et c'était un chat dans les buts que tout était permis. Après, c'est l'avenir qui dit si les joueurs y réussissent, c'est pas moi. Enfin, à l'époque, c'était ma philosophie et je transmettais aux joueurs et aux entraîneurs surtout de travailler dur et de donner la chance à tout le monde, parce que c'est le joueur qui va chercher sa réussite et non pas l'entraîneur qui la donne. Tu es devenu adjoint de Guy Lacombe à Guingamp en 1999. Comment est-ce que sa proposition t'était arrivée ? Est-ce que vous connaissiez déjà ? Oui, on se connaissait à l'époque de mon travail d'entraîneur formateur à Lyon. Lui, il arrivait à Cannes, il finissait sa carrière de joueur et il était propulsé directeur du centre. Et il était très avide de connaissances et de savoir. Il avait déjà ses idées arrêtées, mais il était admiratif de la formation lyonnaise et il voulait savoir comment on travaillait. Donc on était déjà en contact pas mal dans ces occasions-là. On a fait pas mal de matchs, des finales, demi-finales de Coupe Gambardella où on s'est croisés, des matchs de championnat en moins de 17 ans où on se croisait. Il était toujours là pour m'accueillir et parler avec moi et tout. Et donc, on a lié et tissé des liens d'amitié fortes là,
qui se sont renforcés dans des stages de formation quand on allait à Clairefontaine et en particulier quand on a passé ensemble le stage pour avoir le diplôme de formateur. Alors il y a une différence entre se connaître, s'apprécier et devenir entraîneur et entraîneur adjoint. Vous passez pratiquement 24 heures sur 24 ensemble. Tout à fait, c'était l'inquiétude de Guy parce qu'il me connaissait comme copain et puis dans des connaissances de travail, mais bon, effectivement, quand on est au quotidien, c'est pas pareil. Quand j'ai été limogé avec Elie Bope ici en 96, j'ai failli signer à Cannes parce qu'il aurait bien voulu m'accueillir dans son centre de formation, mais il savait où il allait puisqu'il savait mes qualités de formateur. Par contre, quand il est venu me chercher à Guingamp, moi j'étais à la recherche de travail. Je devais signer à Bordeaux, peut-être avec Elie Bope, mais il n'y avait rien de sûr. Et le hasard a fait qu'un jour, en m'appelant pour avoir des renseignements sur un joueur, je lui ai dit que j'étais à la recherche de travail. Et il m'a dit, mais ça t'intéresserait de venir à Guingamp ? Je lui ai dit, écoute, c'est moi, tout est bon à prendre. Hein, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, c'est tout. Et donc, il m'a rappelé quelques heures après pour me dire, mercredi, tu as rendez-vous avec le président. Tu m'as tendu une perche sur quelque chose dont on va reparler après, qui est l'évolution des staffs techniques. J'imagine qu'à l'époque, c'était plus restreint. Qu'est-ce qu'il attendait de toi ? Est-ce que tu avais des spécialités ? Je sais pas, la préparation physique, la vidéo ? Oui, bien sûr. On était un petit staff déjà par rapport, mais c'est les staffs de départ. Hein. Moi, j'ai connu les tout premiers staffs où il y avait qu'un entraîneur et puis un entraîneur adjoint. C'était avec Elie Bope, on était les tout premiers. Il n'y avait pas de préparateur physique. On avait Jeannot DS qui était l'entraîneur des gardiens. Voilà, un petit staff de 3 personnes et on faisait tout. Et après, quand je suis parti avec Guy, c'était pareil. Il y avait Eric Blahy qui travaillait un petit peu plus sur la préparation physique et puis les exercices techniques. Et moi, je donnais un coup de main au niveau de la préparation physique, les exercices techniques et le travail de vidéo et observation des adversaires. C'est-à-dire qu'on se multipliait et que dans cette période-là, les matchs de mon équipe, je les voyais quand les matchs étaient décalés uniquement parce que les jours de match, moi, j'allais superviser l'adversaire. Et Guy avait une volonté féroce de bien connaître l'adversaire. Et à l'époque, on n'avait pas trop de retransmission. Il n'y avait pas tous les matchs. On était obligé de téléphoner à Canal+ pour se faire envoyer les cassettes. Quand on faisait les montages, on découpait, ça prenait des heures. C'était de la folie parce que techniquement, on n'avait pas tout ça. Donc, les jours de match, Guy partait avec toutes les cassettes et tout, et il les mettait dans c'était merveilleux. Bon, mais c'était ça. Et c'était le départ des staffs, hein, déjà. On était 3. D'ailleurs, quand l'entraîneur était demandé, il venait seul, hein. Ça n'existait pas, le fait de moi je viens avec mes 2 adjoints, ou quand on est parti de Guingamp à Sochaux, Sochaux voulait que Guy Lacombe. Il a imposé Eric Blahic et moi, il leur a dit, moi je viens pas sans eux. Pour résumer votre collaboration, vous avez travaillé ensemble à Guingamp 1999-2002, Sochaux jusqu'en 2005 et Paris jusqu'en hiver 2007, il me semble. Avec montée en Ligue 1 avec Guingamp, Coupe de la Ligue 2004 avec Sochaux, Coupe de France 2006. Deux finales de Coupe à la suite avec Sochaux. Une finale perdue contre Monaco et une finale gagnée contre Nantes. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années ensemble ? Une amitié. Je lui ai téléphoné pas plus tard que ce matin. On a passé 1 heure au téléphone. Donc voilà, cette amitié forte. Et puis une aventure exceptionnelle, extraordinaire. Avec un mec charmant qui était passionné, colérique, à l'image de sa passion. Et puis 10 années magnifiques parce que on a vécu des aventures merveilleuses dans la difficulté, mais dans la joie aussi. Et on a eu une chance unique d'aller 3 fois au Stade de France ensemble, ce qui n'est pas donné à tous les staffs ni à tous les entraîneurs. Donc on a savouré. Enfin, on a été très heureux de cette carrière. Est-ce que tu retiens une période en particulier ? C'est vrai que moi, à titre personnel, j'imagine que travailler à Paris, c'est très spécial, mais la génération sochalienne, vous aviez des super jeunes. Il y a eu beaucoup de résultats, notamment en Coupe d'Europe contre Dortmund, l'Inter. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Moi, j'ai pris du plaisir dans tous les clubs où je suis passé. Parce que Guingamp, c'était un club familial, même si on a beaucoup galéré et tout, mais c'est là où j'ai vraiment découvert le métier d'entraîneur,
avec Guy Lacombe, et le fait de savoir que je serai jamais entraîneur numéro 1 en Ligue 1 parce que c'est un vrai métier. Donc ça a été magnifique. Et puis on a rencontré des joueurs merveilleux partout, dans tous les clubs où on est passé, des jeunes joueurs à qui on a donné la possibilité de réussir quand on a reçu Didier Drogba et puis Flo Malouda. On a mis l'éclosion de Fabrice Fiorez, qui au moment où Guy a signé à Guingamp était sur le départ parce que personne ne le voulait à Guingamp, et il était en train de faire un essai à 3. Et donc, quand Guy est arrivé, la première chose qu'il a dit, Fiorez ne part pas. Et il en a fait le joueur fabuleux qui est devenu un joueur emblématique de PSG et de l'Olympique de Marseille. Alors que moi, je l'avais eu déjà en 15 ans et à 17 ans à l'Olympique lyonnais, parce qu'il était formé à Lyon. À Sochaux, on a eu des joueurs exceptionnels, avec Pedretti, Fro, enfin Monsoreau. Ça a été une équipe fabuleuse qui avait été bien travaillée par Jean Fernandez, qui a été un entraîneur aussi très important pour le club de Sochaux. Et c'est peut-être à Paris où j'ai le plus souffert, parce que on n'avait pas une grosse équipe, des gens charmants et tout, mais avec des personnalités, des joueurs de caractère qui étaient plutôt sur le déclin, à l'image de Vikash, et avec qui Guy s'est trouvé confronté. Et puis on a eu des difficultés parce que le club de Paris, c'est les médias qui se mêlent de tout ça. Il y a eu malheureusement un changement de présidence qui nous a mis aussi en difficulté. Et vraiment, on a vécu une année difficile. Mais sinon, après, dans tous les clubs où je suis passé, ça a été merveilleux. Après Paris, donc tu as repris du service à Saint-Étienne, d'abord à la direction du centre de formation, puis comme adjoint de Christophe Galtier quand il a été nommé entraîneur, je crois que c'était en décembre 2009. Oui. C'était la première fois qu'il était numéro 1. Qu'est-ce qu'il attendait de toi ? Il attendait de moi, Christophe, j'ai été surpris quand on a travaillé ensemble, parce que en fait, Christophe, il a été longtemps adjoint d'Alain Perrin. Donc, il avait ses idées bien arrêtées, mais il était un petit peu perdu sur le fait de diriger une équipe. C'est totalement différent d'être adjoint et numéro 1. Diriger une équipe, c'est vous qui qui faites le choix, qui faites les compositions d'équipe. Quand vous êtes adjoint, vous parlez, vous préparez les séances, vous travaillez avec l'entraîneur, vous lui donnez des suggestions. Mais quand on est numéro 1, il faut prendre la décision de savoir que c'est Emmanuel Rivière qui va jouer à la place de Ilan. Par exemple, pour le premier match qu'on a fait en championnat à Grenoble. Il faut être couillu, disons. Donc, lui, il attendait beaucoup de soutien. Il attendait beaucoup de conseils, de le rassurer, de lui donner des conseils, de l'orienter sur des choses qui me paraissaient importantes, et que lui, il savait pas comment faire. Par exemple, les montages, pourtant lui, il en faisait beaucoup, mais on a varié. Moi, j'ai apporté ma patte de 10 années d'expérience avec Guy Lacombe, et ça l'a aidé à faire les choses avec beaucoup plus de professionnalisme et plus de recul. Il a eu confiance en moi, ce qui lui permettait de s'attarder un petit peu sur le problème communication et relationnel avec les joueurs. En plus, il y avait un caractère d'urgence parce que, comme souvent quand il y a un changement d'entraîneur, la survie du club était en jeu. Oui, le club a basculé avec 16 points à la trêve, donc il fallait remonter à 42, ce qui n'était pas évident. Et ce qui nous a fait énormément de bien, c'est la première victoire à Grenoble, 2-1. Vraiment, on a été malmenés, ballottés. Et Manu qui marque ses buts alors que c'était un joueur qui n'était pas programmé pour jouer avec l'équipe 1. Et cette deuxième partie de saison, il a survolé la saison en marquant 11 buts ou 12 buts, je crois, dans cette deuxième partie. Et donc, c'était inespéré pour nous. Et c'est des choses comme ça pour lesquelles on vit, et puis qui ont permis à Christophe de s'imposer comme un entraîneur.
Vous avez vécu beaucoup de belles choses ensuite. Il y a eu la Coupe de la Ligue en 2013, la Coupe d'Europe. Oui. Tu retiens quoi de ces années passées à ses côtés? Toutes ces aventures, comme les aventures avec Guy, Christophe, on est parti de rien du tout, on a sauvé. Et souvent, quand on est en contact, on parle de cette période quand même qui a été la période charnière pour lui. Parce que on sait très bien, on l'a vu avec d'autres entraîneurs qui ont moins de réussite. Au bout de 2 matchs ou de 3 matchs, si vous faites pas de bons résultats quand vous êtes un jeune entraîneur, on dit que vous n'avez pas le niveau. Il fallait faire front à tout ça. Donc, on a eu la chance d'avoir des résultats, de bien travailler et de permettre à l'équipe de se sauver. Donc, ça, c'est une fierté incommensurable. Et puis ensuite, à partir du moment où on est parti sur des bases quand même d'une belle aventure, où il y a quelque chose de positif, où vous sauvez l'équipe, après, ça part sur des choses beaucoup plus... il a énormément travaillé, Christophe, pour améliorer son équipe. On a eu des réflexions pour faire venir améliorer le vestiaire, l'intérieur du vestiaire, qu'on estimait en manque d'expérience, ce qui nous a permis de faire venir des gars comme Marshall ou Laurent Batles, pour apporter un petit peu d'expérience et puis utiliser ces gens pour franchir des paliers. Et donc, toutes les années avec Christophe, ça a été du bonheur parce qu'on a eu beaucoup de réussite. Je l'ai souvent dit que c'était un entraîneur qui avait pas mal de réussite. Si Guy Lacombe avait eu la chance de Christophe, en plus de son talent, il aurait fait des choses merveilleuses aussi. Et Christophe, il a pu s'asseoir sur certaines réussites. Il a fait des choix déterminants à certains moments cruciaux et qui lui ont réussi, à l'image d'une victoire à Lyon, alors qu'on n'est pas au mieux, et qui décide au dernier moment de faire une défense à 3 et qui nous permet de gagner. Et donc, c'est des choses qui sont fantastiques et inoubliables. Tu parles de match à Lyon. Alors moi, je vais mentionner le 100e derby. Avec ce bisou tous les deux à la fin du match, tu peux me raconter ce qui vous était passé par la tête? Ce qui m'est passé par la tête. Moi, je suis un intuitif et donc vraiment tellement heureux parce que 100e derby, c'est quelque chose. À partir du moment où moi, c'est le discours que j'avais dit aux joueurs déjà avant le match. 100e derby, il n'y a pas de hiérarchie et on rentre dans l'histoire. 100 derby, on sera toujours vainqueur du 100e derby. Personne ne pourra l'enlever. Il peut y avoir toutes les prochaines victoires de Lyon, on parlera du 100e derby tout le temps. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher et on va tout faire pour le remporter. Vu la configuration du match, c'est presque miraculeux de gagner ce match. Voilà, c'est ça. Au bout de 20 minutes, je me suis retourné vers Christophe avec toutes les actions qu'il y avait eu, et je lui ai dit t'inquiète pas Chris, aujourd'hui rien ne peut nous arriver. Et la chance m'a donné raison, enfin la suite m'a donné raison, mais bon. Et donc j'étais tellement heureux à la fin du match et je l'ai eu par surprise. Vous en avez reparlé tous les deux? Ouais, on a bien rigolé et tout. Et mais je l'avais surpris là, il s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, concernant Christophe Galtier, on a du recul. Mais à l'époque, comment toi, est-ce que tu l'as trouvé en tant que débutant, surtout dans cette situation compliquée? Il avait des soucis un petit peu dans les préparations de match, un petit peu, il savait pas trop comment aborder les choses. Il n'arrivait pas à se projeter dans le futur. Mais au niveau des analyses et tout, c'est un entraîneur très pertinent et très performant, surtout à la mi-temps des matchs. Il analyse les choses. Par exemple, même aux entraînements, je lançais des exercices. Et il voyait pas trop ce que je voulais faire et tout. Et quand il voyait avant le match, avant l'entraînement, il voyait les séances et tout. Bon, il disait il y a qu'à faire ça et tout. Et une fois que je lançais le truc, tout de suite, il y avait le déclic et tout. Ah, je vois ce que tu veux faire et tout. Et hop, il se mettait dans le chantier et puis il était performant. Et au mi-temps de match, c'était pareil. Il analysait la première mi-temps. Il rentrait à la mi-temps, il savait déjà ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire et tout. Et c'était vraiment super. C'était vraiment, c'est un des rares entraîneurs avec qui j'ai travaillé qui était aussi performant au mi-temps de match. Il pouvait transformer l'équipe. Par ses choix ou par ses discours? Par ses choix. Ses discours étaient pas plus que ça, même s'ils pouvaient être surprenants. On pouvait s'attendre à des moments où les joueurs ils se disaient on va se faire défoncer. Il était très calme et tout. Ou à l'inverse, on rentrait avec 2 buts d'avance et puis
C'était sa façon de fustiger. C'était un bon communicant aussi, donc il avait un très bon feeling et une très bonne relation avec tous les joueurs, donc il savait travailler avec eux. Quand tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il fait à Lille, le trophée d'entraîneur de l'année de France Foot en 2019, est-ce que tu es surpris de l'envergure qu'il a prise? Non, parce qu'il a de bons joueurs et que lui, il sait tirer la quintessence des bons joueurs. Après, il sait les faire jouer et il sait avoir le relationnel pour donner le maximum. Donc, j'ai pas été surpris de ses compétences et de ses résultats. Là, il est un peu plus dans le dur parce que, un petit peu à notre image, quand vous avez des joueurs qui sont sollicités à droite et à gauche ou qui viennent de faire une très belle saison, qui peuvent éventuellement se prendre pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tous les entraîneurs sont dans les mêmes situations. Mais lui, c'est un entraîneur qui sait quand même bonifier le talent de tous les joueurs. Dans votre staff, à l'époque, il y avait aussi Romain Révelli, que tu avais connu, je crois, au Puy-en-Velay, et puis que tu as suivi à Andrézieux et à Cholet. Est-ce que c'est ton J'ai fils, connu depuis plus tôt, puisque c'est moi qui l'ai fait venir à l'AS Saint-Étienne quand il était jeune stagiaire, à 15 ans, quand je suis arrivé en 92. Il est arrivé en même temps que moi, comme jeune stagiaire, apprenti, avec Sylvain Flotot, au centre de formation. Ça a été un des premiers élèves, et que j'ai été son fil rouge, puisqu'il m'a suivi de partout. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est ton fils spirituel, comme on dit? En quelque sorte. Mais ça s'est fait comme ça. C'est quelqu'un qui était droit, très motivé, très discipliné. Et quand il était joueur, c'était pas un grand joueur, mais c'était un joueur sur qui on pouvait compter. Et après, quand j'ai eu besoin de lui pour renforcer l'équipe du Puy, qui était une équipe amateur, il a préféré venir chez nous plutôt que d'aller à Bastia, alors que le club de Bastia était déjà encore en Ligue 1, et puis la réserve jouait en N2, alors que nous, on était en DH. Donc, c'était une chose. Et puis lui, il a fait preuve tout de suite de talent au niveau analyse, tactique, performance. J'ai eu l'occasion de le tester au cours de ma période avec Guy Lacombe, puisque sur certains matchs, je lui ai téléphoné pour aller voir des matchs de préparation en début de saison. C'est toujours difficile de superviser les équipes et tout. Et donc, il y a des équipes qui étaient au Chambon, et je lui ai demandé, et là, j'avais vu que tactiquement, les analyses et tout, c'était propre, c'était bien. Et dès que je suis arrivé en 2007 ici à Saint-Étienne, la première chose que j'ai fait, c'est de lui demander de venir s'occuper du centre de formation avec moi. On a parlé de Guy Lacombe, de Christophe Galtier. En quoi le rôle d'adjoint change selon l'entraîneur qui l'accompagne? Ça dépend tout de la volonté de l'entraîneur, de son envie de participer à la séance d'entraînement. Des garçons comme Guy Lacombe, même Christophe, par intermittence, il s'appuie beaucoup sur son staff, mais en cours d'entraînement, il peut rentrer dans le chantier pour driver, parce qu'il a son idée déjà. Comme je te l'ai dit, il a vu le lancement de la séance avec l'idée de base qu'on avait dans la stratégie du match du week-end. Et il comprenait peut-être pas toujours l'exercice, donc il fallait qu'il voie. Et une fois qu'il avait vu, il voyait l'intérêt et il sublimait l'exercice par ses interventions, donc voilà, quand vous avez un entraîneur comme ça, vous avez un rôle important dans la préparation, mais bon, après, lui, il veut prendre le reste. Donc ça, c'est important. Guy Lacombe, lui, c'est un amoureux du terrain. Donc lui, il voulait tout faire. Et nous, on faisait toutes les choses qu'il voulait pas faire. Donc la préparation physique, il nous faisait énormément confiance avec Eric. Et puis les échauffements, tout le travail technique, quand on faisait des ateliers et tout, on faisait ce travail-là. Mais tout le travail, le cœur de la séance, c'est-à-dire que tout ce qui était tactique et tout, c'est lui qui s'en occupait. À l'inverse, par exemple, j'imagine que Laurent Blanc, qui est un entraîneur qui a un peu plus de recul, ou Paul Le Guen avec Yves Colleux. Yves Colleux, voilà. Jean-Louis Gasset, Yves Colleux, c'est des entraîneurs, c'est pratiquement des numéros 1. C'est-à-dire que l'entraîneur, il prend du recul, il n'intervient pas, pratiquement pas, il ne fait que regarder. La séance est préparée tous ensemble,
et Yves ou Jean-Louis, c'est eux qui drivent toute la séance de l'échauffement, mais ils ont des staffs qui sont autres que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils ont un deuxième adjoint qui peut faire l'échauffement, voilà. Donc maintenant, les staffs, c'est très, très complet, hein. Même maintenant, je ne sais même pas si les entraîneurs adjoints, ils font le montage vidéo. Nous, avec Guy Lacombe et avec Christophe encore plus, je faisais tout, hein. Je sortais de l'entraînement, j'allais dans la salle de vidéo, je me tapais les matchs, je sélectionnais les actions, je les montais, je faisais les montages, je faisais la préparation jusqu'au final. Et Christophe, il venait avec moi juste pour finaliser les derniers trucs, comment on va le présenter aux joueurs et tout ça. Alors que maintenant, vous avez César Arguerudis, par exemple, qui a même un adjoint. Donc, ils sont 2 analystes vidéo. Il y a 2 entraîneurs adjoints, numéro 1, numéro 2, pour diverses raisons. 1 ou 2 préparateurs physiques. Un entraîneur des gardiens. Et comment tu expliques cette évolution? C'est parce qu'on va chercher parce vraiment qu'il y dans a les besoin, détails. oui, voilà. On va un peu plus dans les détails. On peut faire du travail un peu plus individualisé, du travail technique, du travail spécifique. Dans certains staffs, il y a des, surtout à l'étranger, il y a des mecs qui sont plus orientés, un peu comme dans le rugby, pour les défenseurs et d'autres pour les attaquants. Nous, déjà, quand avec Christophe, j'ai demandé à Christophe de faire monter Romain Révelli. Souvent, on avait des séances où Romain prenait les défenseurs et moi, je prenais les attaquants. Donc ça, c'était important et j'avais dit que c'était nécessaire. Alors que si on est tout seul, eh ben, on peut pas. Et Christophe, comme ça lui permettait de voir les deux. Un coup, il allait voir Romain, il venait me voir moi, on discutait et tout. Et les joueurs, ça bossait. Et l'entraîneur, il avait le recul nécessaire. J'ai vu un document où il y a un préparateur physique qui travaille au Manchester, qui est un Français, enfin qui travaille plutôt orienté vers la préparation physique et tout. Et ils ont fait voir la photo de leur staff. J'ai compté, ils sont 22. Mais ils enchaînent tout, ils mettent les analyses vidéo, l'analyse du match, l'ostéopathe, les trucs comme ça. 22 personnes. Tu m'as tendu une perche tout à l'heure sur l'importance de l'adjoint. Il y a des idées reçues entre l'adjoint qui est là juste pour poser les plots et celui auquel on attribue les succès, comme Jean-Louis Gasset que tu mentionnais tout à l'heure. Pour toi, où est-ce que se trouve le juste milieu? Le juste milieu, c'est que l'entraîneur qui travaille avec vous, c'est qu'il compte sur vous et que la réussite, elle est partie prenante de tout le staff et de l'entraîneur numéro 1 qui la met en valeur. C'est le chef d'orchestre, hein. Moi, j'ai toujours comparé un entraîneur à un chef d'orchestre pour faire bien jouer ses joueurs, mais aussi bien utiliser et rendre performant son staff. Donc, que ça soit dans l'échec ou dans la réussite, on est partie prenante tous ensemble du succès ou de l'échec de la situation. Eh ben, je voudrais finir justement sur l'influence d'un entraîneur et de son staff. Parfois, on dit que ce sont même les entraîneurs après match disent que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et qui décident de ce qui se passe. C'est clair. Mais comment tu peux expliquer, par exemple, si on prend le cas de Saint-Etienne en 2019, où tu as, bon, certes un changement d'entraîneur, mais c'est l'adjoint, donc il connaissait bien l'effectif, un groupe qui change très peu, et on passe d'une équipe hyper performante à une autre qui se trouve en difficulté. Après, justement, c'est pour ça qu'il y a des entraîneurs, hein. Ghislain qui est passé, est-ce que le fait que Ghislain passe d'entraîneur adjoint, où on a des rapports particuliers avec les joueurs, on est quand même proche d'eux, on écoute ce qu'ils disent, on fait passer des messages entraîneur-joueur, mais on fait passer des messages joueur-entraîneur aussi. On est au milieu de tout. Et ça nous oblige à avoir des relations à la fois d'autorité, pour avoir la discipline et faire le respect du staff et de l'entraîneur. On est l'image et on est le représentant de l'entraîneur, mais aussi on doit être des copains pour savoir, par exemple, un joueur qui est pas bien en forme, si vous discutez pas avec lui, peut-être que sa méforme, ça vient d'un problème familial ou d'un problème quelconque. Donc on est obligé de se rapprocher d'eux. Et donc dans ce genre de choses, eh bien peut-être que Ghislain, qui devait être très très proche de ses joueurs en tant qu'adjoint, cette proximité a fait que ça l'a mis en difficulté quand il est devenu numéro 1, où on a une attitude un peu différente. Alors soit peut-être parce qu'il a pris du recul et que les joueurs ils se sont dit « Ah, mais tiens, il a changé », ou à l'inverse,
qu'il est resté proche d'eux pour être les copains et qu'eux, ils pensent que c'est toujours l'entraîneur adjoint, mais qu'ils ne le voient pas comme un entraîneur numéro 1. Ça peut être une des solutions, même si lui, il a eu ce vécu d'entraîneur numéro 1 avec Bastia. Mais Bastia, c'est pas Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une grande équipe. Tu perds un match, tu es tout de suite en première ligne. Et en ligne de mire des médias, de tout. Donc, il y a une approche différente quand même. Il y a vraiment besoin d'une barrière entre l'entraîneur, je parle d'une barrière, c'est peut-être un peu trop strict, mais une séparation, un cloisonnement entre l'entraîneur et son groupe. Peut-être pas un cloisonnement, mais tu as besoin le joueur, il a besoin de sentir et d'avoir le respect de l'entraîneur. Christophe, quand il a débarqué à Lille, il a fait des belles périodes à Saint-Étienne, il a fait la Coupe d'Europe, il a gagné des titres et tout. Je pense que quand il est arrivé à Lille, il a eu le respect que peut-être il n'avait pas quand il a démarré ici. Hein. Donc, c'est pas facile. Et l'exemple que je t'ai donné de Ghislain, il est identique avec celui de Christophe, qui était l'adjoint de Perrin, donc certainement très proche et tout. Pourquoi ça a marché ? Parce qu'il a pris des décisions fortes. Il a fait des compos d'équipe, il a eu un petit peu de chance, et puis il a su s'affirmer comme numéro 1, et avec la réussite qu'il faut pour pouvoir avoir la chance de prouver à tout le monde qu'on a le niveau. Voilà. Ce qui lui a manqué peut-être à Ghislain, c'est d'avoir un peu de temps aussi. Mais écoute, je te propose de finir là-dessus. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé, et je te souhaite plein de projets pour cette nouvelle vie de retraité. C'est gentil, merci. À bientôt. À très bientôt. Merci à Alain pour sa disponibilité, merci à vous de l'avoir écouté et merci au Musée des Verts pour son accueil. Si ce numéro de Dessous de Verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça me sera très utile pour le faire connaître et pouvoir continuer à vous proposer de nouveaux entretiens. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées ? Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à l'adresse dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao!